Bonjour à tous, bienvenue au Balado Plein Écran, jour 2 de la programmation présentée en collaboration avec les copains du son et la Case des Jardins de la Culture. Bonjour Ariane. Salut Alex. Dis-moi, qui reçoit-on aujourd'hui? Magnifique programme. On commence avec un duo. On a Vincent René-Lortie qui nous parle de son film A Dying Tree en compagnie d'Étienne Gallois avec son film Salem sur la route. Étienne, on te salue à Big Brother si t'es toujours là. Et puis, qui d'autre reçoit-on? On enchaîne un autre duo. On a Manuel Piron qui vient de parler de Emboîter leur pas, son documentaire, avec Sarah Toussaint-Léveillé qui nous parle de Chers Oscars, son magnifique petit film. Bonne écoute! On est choyés aujourd'hui parce qu'on a en studio avec nous Étienne Gallois pour le film Salem sur la route. Bonjour Étienne. Salut. Bonjour. Et puis on a Vincent René-Lortie pour le film A Dying Tree. Salut. Salut. Comment vous allez? Très bien. Ouais. Très bien. Une grosse tempête aujourd'hui. On a traversé le froid. Ben, en fait, ce qu'on peut faire, c'est on peut commencer par une petite question pour se réchauffer. Vous avez sûrement remarqué notre superbe décor de fête. On est festif. Cette année à Plein Écran, c'est notre 10e anniversaire. Puis moi, j'aimerais savoir, c'est quoi votre meilleur souvenir de fête ou le meilleur cadeau que vous avez reçu pour votre fête? Hey, je vais répondre quelque chose de récent parce Ok. que j'ai quand même vraiment aimé ça, mais c'est que on dirait que cette année, cet été, j'étais dans mon vibe comme camping CEPAC, là. OK. C'est ma camping era. Puis je me suis acheté. Ben, en fait, c'est mes parents qui m'ont donné ça parce que je voulais l'essayer avant ma fête. Fait que c'est Ok. comme quelle autre fête m'en avance, mais c'est comme une tente de char. Mais tu sais, pas les trucs que tu mets sur ton char, OK. mais c'est comme un. Ouais, là, c'est parce que l'expliquer, c'est comme. Mais c'est comme, t'ouvres ta valise, puis c'est comme tu l'attaches sur ta valise, puis en dessous de ton char, mais OK. ça te fait comme une bulle en arrière du char. Fait que là, tu sais, tu peux dormir dans ton char. Tu peux dormir mais- dans ta valise? Ouais, mais ça donne un extra qui est comme un peu de tente. Puis là, tu sais, moi, je me prenais des campings sur le bord de l'eau, tu sais. Puis je reculais mon char, j'installais ma tente de char. Fait que, tu sais, quand tu te couches puis quand tu te lèves, t'es face à l'eau et tout. Moi, j'adorais ça. Fait que ça faisait que je pouvais tout le temps être avec mon char. Tu sais, moi, j'adore faire des road trips et tout. Fait que là, cet été, j'étais vraiment en mode... mais j'adore les tentes aussi, mais on dirait que ça me gossait installer des tentes, fait que je préférais l'installer sur mon char. Fait que non, j'ai adoré ça, j'ai découvert ça sur TikTok, là, puis me suis pogné ça, puis j'adore ça, une Donc, tente de char. C'est un cadeau à toi-même. Ben, c'est un cadeau, j'ai fait « Hey, ça, j'aimerais vraiment ça, avoir ça. » Ma mère a fait « Ah, ben là, ta fête arrive, on va te donner. » Fait que j'étais comme « Ah, let's go. » Fait que c'était mon cadeau de fête d'avance, très d'avance, mais j'en ai j'ai full utilisé. J'adore ça, ça m'a créé des bons souvenirs. C'est quoi le lieu le plus exotique? Exotique que j'ai fait du camping? avec. On est allé à la réserve de phonique de Rimouski. OK. Puis ça, c'est fucked up parce que c'est comme tu passes, t'arrives à Rimouski, puis t'as comme l'entrée du camping, mais après ça, il faut que tu traverses une zecte pendant 20 km. Puis là, après ça, t'as 20 autres kilomètres à faire à l'intérieur de la réserve phonique. Fait que t'as comme 40 km à faire en tout dans le bois. Puis c'est comme vraiment, tu t'avertisses, ça se peut qu'il y ait des orignaux qui traversent au milieu de la rue, tout ça. Fait que tu vas vraiment profond dedans le bois. Puis là, t'arrives, puis il y a une petite base, là, parce que les travailleurs de la CEPAC, ils restent là tout l'été, ils font pas tout le temps l'aller-retour. Fait que il y a des petits campements avec une petite base, avec grosso modo des petites affaires comme un mini dépanneur. T'sais. Mais ça m'a fasciné. C'était pas la destination la plus exotique, mais c'était la plus, mettons, dans la sauvage que j'ai faite. C'était vraiment au milieu, t'as rien. T'as 7 terrains de camping, puis t'es au milieu de nulle part. Les étoiles, il n'y a rien qui empêche la vue. C'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça, ce spot-là. Ça a comme été un gros coup de cœur. Nice. Ouais. On dirait que c'est le genre d'endroit qu'on a besoin d'être en ce moment. Là. C'est loin, là. Loin dans le bois. Là. C'est vraiment le fun, ouais. Ça a vraiment fait du bien. Je le recommande. Puis en plus, pour ceux qui sont moins peut-être camping, ce spot-là, il y a des chalets aménagés, des des petits prêts à chalets, camper, là. Ouais. des chalets. Fait que c'est le fun, pour une famille, peut-être qui veut pas trop, des fois, dormir à terre ou whatever. Je trouve que c'est une bonne façon de s'introduire à ça. Cool, En tout cas, ça. non, j'ai adoré, moi.
Ouais. À la maison, vous avez une nouvelle suggestion. Réserve phonique de Rimouski. Est-ce que tu te souviens du meilleur cadeau de fête que tu as reçu? C'est tough, moi, c'est vraiment cheesy, on dirait ce que je vais dire. Puis je dis, ça vient de. On aime ça, le fromage. Ça revient à comme quand j'étais enfant. Je me souviendrai toujours de la première fois que je pense que c'était ma copine de l'époque m'avait offert ma première appareil photo. Fait que c'était un appareil photo, de la pellicule. C'était comme première fois un peu que je commençais à toucher à ça. Puis j'ai comme un souvenir super clair. Puis je l'ai encore aujourd'hui, cet appareil-là. Fait que c'est comme. On dirait que ça a un peu dicté où est-ce que je suis allé dans la vie, mais je m'entends en parler, puis je suis comme, ah ouais, c'est un peu cheesy. Hein? mais ça reste que, tu sais, c'est un souvenir que j'ai. Puis, tu sais, sinon, c'est beaucoup dans les dernières années, avec les gens autour de moi, on essaie toujours de se donner plus des activités. Fait que, tu sais, c'est moins des trucs physiques là, ou matériels. Mais ça, je me souviendrai toujours de ce truc-là. Puis peut-être aussi ma PlayStation, l'année d'après. Ah ouais. Autre registre. C'est ça, exactement. Mais voilà. Ah, c'est cool, mais c'est super beau comme histoire. Moi, je trouve pas ça cheesy. Bon, ouais. Hey. Ben, en fait, on peut entrer dans le vif du sujet. Moi, j'aimerais commencer par Salem sur la route. Tu parlais que tu disais que tu étais dans ton camping era. Est-ce que c'est ça qui a parti un peu le road trip de Salem sur la route? Comment est-ce que le projet est né, en fait, l'idée? L'idée est partie comme de deux affaires un peu distinctes, tu sais, parce que oui, c'est un road movie, mais ça parle aussi d'un sujet de santé mentale que moi, j'ai vécu. Santé mentale, je l'ai vraiment particulier, mais qui est la dépersonnalisation. En fait, moi, j'avais vécu ça pendant la pandémie, puis ça avait été vraiment une passe-tough, là, où on pensait au suicide et tout ça, là. On passe vite dessus, c'est pas grave, mais fait que j'avais trouvé ça tough, puis ce que j'avais trouvé le plus tough, c'est qu'on n'en entendait pas trop parler, en fait. J'avais de la misère à trouver de l'information là-dessus, fait qu'on dirait que puis quand je le décrivais à du monde, j'avais de la misère aussi à le monde ne comprenait pas trop. Fait que mais en fait, je ne vais pas te couper. Si tu peux expliquer un peu c'est quoi la dépersonnalisation. Ben oui. Grosso modo, c'est comme une déconnexion de l'esprit à ton corps. Ça a l'air funky, mais l'effet que je donne souvent le plus possible pour que le monde catch, c'est comme si tu as fumé un bat, mais tu n'as pas l'effet numb d'avoir fumé un bat, mais t'as comme l'effet un peu détaché de ton corps de quand t'as fumé un joint. Fait que c'est ça. C'est comme un mécanisme de défense contre l'anxiété, parce que moi, je suis très anxieux. C'était avant que je sois médicamenté pour ça. Puis c'est comme, je faisais plein de crises de panique, puis à un moment donné, c'est comme, je suis shut down. puis bref, j'avais envie de faire un peu un portrait d'un personnage qui vit ça. Puis parallèlement à ça, Lina, avec qui j'ai écrit le film, puis qui joue le personnage principal, elle avait fait... la 132 de Cloridor m'a percé à pied. Puis, tu sais, elle me contait quand on s'était rencontrés, toutes les rencontres qu'elle avait fait sur la route, puis un peu le côté un peu irréel de ce moment-là, tu sais, de la fatigue à pied, veut pas, les rencontres qu'elle a faites là-dessus, mais aussi, tu sais, c'est ça, tu sais, un peu les moments que quasiment tu deviens t'hallucines quand t'es tout seul sur la route pendant si longtemps. Fait qu'on c'est comme né de ces deux affaires-là, puis on a voulu merger ça ensemble, tu sais, un genre de personnage qui vit une crise de dépersonnalisation seul sur la route. Fait que c'est vraiment une espèce d'aventure, c'est un peu mi-sensorielle, mi-vraiment funky, là, parce qu'il y a des personnages très colorés qui entourent son épopée. Mais ouais, c'est né de ça, je dirais, moi. J'aimerais ça parler un peu du processus d'écriture. Tu dis que tu l'as écrit avec Lina. Ça s'est étalé sur combien de temps? C'était... On avait jasé de l'idée quand on s'était rencontrés. Fait qu'on en a jasé longtemps, pendant une couple de mois. Puis, moi, c'est un peu de même aussi que je fonctionne, on dirait, quand j'écris. Souvent, c'est pas genre je vais écrire petit à petit peu pendant longtemps. C'est beaucoup genre je réfléchis, l'idée, ça mûrit en moi. Puis à un moment donné, on dirait que quand je suis prêt à le mettre, là, ça sort. Souvent, fait qu'en cours, ça peut des fois, il y a comme une grosse période, des fois de peut-être 2 mois où je suis très productif. Puis là, le film se construit parce qu'on l'a réfléchi peut-être pendant une couple de mois. T'sais. Fait que ça nous a peut-être pris, mettons, 2 mois à placer comme la structure et tout ça ensemble. Puis on l'a travaillé après ça dans les mois qui ont suivi. Tu sais, on avait commencé à l'écrire plus concrètement, mettons peut-être au mois de mars, on a tourné en octobre. Fait que, Est-ce que faire le film, l'écrire, t'a permis un peu de traverser cette période-là un peu plus difficile dont tu parlais? Ben oui puis non, dans le sens où, tu sais, ça a fait vraiment du bien de...
c'était le fun de faire le film, mais c'était bizarre aussi des fois parce que, tu sais, d'expliquer, tu sais, juste quand j'étais en son ou à mon DOP, tu sais, de faire comme, hey, tu sais, là, c'est comme, faut que tu sais, c'est comme tough à mettre les mots sur une direction un peu que tu veux que ça file, tu sais. Mais je t'avouerais que je pense que j'étais passé au travers, mettons, quand est venu le moment de faire le film. Tu sais, parce que je pense que si j'avais fait ce film-là pendant que je le vivais, ça aurait peut-être été plus difficile. Tu sais. Sombre, peut-être aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je trouve que ça a gagné au fait que, tu sais, je laisse ça passer, puis que cette aventure-là mûrisse en moi, puis que je fasse comme, OK, comment je veux raconter ça avec du recul un petit peu, tu sais, de cette histoire-là. Mais ouais, c'était quand même tough, ouais, tu sais, des fois, d'expliquer au monde, tu sais, comment je veux que le vibe se ressente, tu sais, puis... Mais ça, c'était le plus compliqué vu que le feeling est tellement tough à expliquer, tu sais. Mais c'était quoi la question? On dirait que je me suis perdu. Ben, en fait, on parlait du processus d'écriture. Ah oui. Puis, ouais, puis tu disais qu'avec le recul, ça s'est mieux passé. Ouais, je pense qu'avec le recul, je pense que ça fait du bien d'avoir du recul de cette expérience-là parce que ça m'a permis aussi que. Tu sais, j'aime ça quand même mettre de l'humour dans mes trucs, puis ça m'a permis que l'humour rafraîchisse un peu le... J'ai l'impression que si ça avait été trop... l'approche avait été trop dramatique. Tu sais, c'est quand même une fille qui s'achète un char pour aller se tuer, là. Tu sais, c'est quand même... tu fais comme... peut-être ça va être intense, tu sais. Puis on dirait que j'avais besoin aussi, moi, d'illuminer un peu cette affaire-là, tu sais. Fait que je pense que le recul m'a aidé à nourrir le contexte autour. Tu sais. Moi, je voulais aussi parler de ton casting, cette équipe de personnages colorés, Stéphane Breton, Rémi Goulet. Et puis, j'ai vu dans le générique aussi qu'en fait, le chien, il s'appelle Sam Goulet. Est-ce que c'est le chien à Rémi Goulet? Oui, c'est le vrai chien à Rémi. J'aimerais ça qu'il soit aujourd'hui ici. J'étais avec eux autres tantôt, juste avant de venir. Wow. C'est un acteur né, ce petit chien-là, coudon, là, tu sais, c'est une star. Mais c'est drôle, ça, parce que, tu sais, à la base, il n'y avait pas de chien dans le film. Puis c'est drôle, ça prend tellement de grosse place narrativement, finalement. Mais à la base, il n'y en avait pas. Puis c'est que, en fait, Rémi venait d'adopter son chien, ça faisait vraiment pas longtemps. Ou en tout cas, un an et demi, tu sais, dans les débuts, tu sais. Puis c'était comme compliqué pour lui de partir en Gaspésie sans son chien, faire garder et tout. Fait que maintenant, on était comme, bof, on va t'écrire un chien, là, rendu là, tu sais. Puis finalement, ça a pris vraiment de l'ampleur. Puis je trouve que ça a vraiment enrichi le film, je trouve. Puis leur relation à l'écran. Mais ouais, c'est son vrai chien. Il s'appelle Sam. On le salue. Eh oh, Sam! mais si on parle des autres... Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas juste Sam, là. Oui, c'est vrai. Ouais. Les autres, OK, donc... Rémi Goulet. Ouais, Rémi, un ami de longue date, un collaborateur de longue date aussi. Tu sais, moi, il a joué dans tous mes films. On a fait nos premiers films ensemble. C'est un super bon ami que j'aime beaucoup. Tu sais, on grandit ensemble artistiquement. Tu sais, on s'accompagne beaucoup. Fait qu'à chaque fois que je peux travailler avec, j'essaie de donner quelque chose parce que c'est vraiment le fun, là, juste travailler avec. J'aime la relation artistique. Puis aussi, c'est le fun, même si, tu sais, ce rôle-là, c'est drôle, c'était vraiment un peu anti-casting, là, tu sais. C'est pas ce qu'il a l'habitude de jouer, mettons. Tu sais, il joue beaucoup plus, des fois, de peut-être drame ou whatever. Puis là, tu sais, c'était le fun de travailler de quoi d'un peu plus comique, extraverti avec lui, tu sais. Ça, c'était vraiment cool. Puis, Lina, c'était à l'étoile, on l'a écrit ensemble. C'était comme un peu, c'était sûr que, tu sais, qu'elle allait le jouer. Puis c'était le fun aussi de... Tu sais, moi, il y avait comme une volonté aussi de... C'était ça aussi un peu où... Tu sais, la dépersonnalisation, c'est tellement fucké comme feeling. T'as tellement l'impression que tout est irréel que de mettre un personnage principal hyper... tu sais, qui deadpan, qui reçoit plein d'affaires, des personnages extrêmement absurdes puis plus grands que nature autour d'un personnage qui est hyper minimaliste puis deadpan, tu sais. C'était un peu une façon aussi de montrer cet état-là de overwhelming de dépersonnalisation autour, tu sais. Souvent, les personnages font que dire de la merde autour, puis tu sais, t'as l'impression que c'est un gros drame, un peu comme une crise d'anxiété, mais si t'écoutes un peu ce qu'ils disent, ça n'a pas d'allure, là. Ils parlent de crème solaire, puis tu sais, genre comme, tu sais, de un peu tromper sa femme parce qu'il a mis de la crème solaire sur ses cuisses. Tu sais, c'est un peu, tu sais, genre, c'est aucun, tu sais... C'est quasiment à se demander qu'est-ce qui est vrai. Est-ce que c'est, genre, ces personnages-là ou qu'est-ce qu'elle entend, elle, ou est-ce que c'est les personnages? Exactement, tu sais. Fait-tu du sens ce que je viens de dire? Ben oui, non, mais c'est comme une situation qui devrait être toute simple, prend énormément d'ampleur. Tu sais, puis c'était ça un peu, la dépersonnalisation. Tu sais, les affaires simples prenaient beaucoup trop d'ampleur, puis tu sais, tout était dramatique. Moi, je me souviens, tu sais, c'est un petit détail, mais je me souviens, une année, j'avais pris
une Tylenol, puis j'avais oublié que je l'avais pris. Fait que j'en ai pris une deuxième. Là, je me suis rappelé que j'ai pris la première. Fait que là, c'était pendant ce moment-là. J'ai attendu la mort toute l'après-midi sur mon divan. J'étais comme, aïe, ça va, je vais die. J'ai pris 2 Tylenol. C'est comme, c'est plus, tout devient intense. Fait Tout que, est amplifié. C'est quelque chose que honnêtement, que j'ai vécu aussi. Fait que je comprends j'ai attendu la mort parce que tu penses que tu as fait une erreur ou comme tout a vraiment une grosse ampleur. Ouais. Exact. Fait que c'était le fun de jouer avec ça avec les personnages secondaires. Puis Stéphane, Stéphane, ça a été vraiment un intuitif. Je suis quand même intuitif des fois sur. On cherchait, même on avait fait quelques demandes avant, ça n'avait pas marché. Moi, je crois vraiment au destin, à ces affaires-là. Puis à un moment donné, on est tombé, on cherchait, puis on est tombé sur sa face, puis c'était comme. Asti, il y a juste la face de. Puis c'est drôle, ça a été un coup de cœur artistique, lui aussi, vraiment adoré travailler avec ce gars-là. Il y avait le ton parfait. Ça nous prenait comme quelqu'un qui était capable de quand même avoir l'air un peu menaçant, mais pathétique en même temps. C'était comme weird. Je disais, mon agente, elle m'aidé un peu à brainstorm des noms, puis j'étais comme, il faut quelqu'un que. Il est capable d'avoir l'air menaçant, mais qui est pathétique. Fait que c'était comme le pay pitch à trouver quelqu'un pour. C'est comme vraiment tough, mais je suis super content. Il a vraiment amené un beau ton puis une belle couleur. Puis, j'aime ça, je pense, les personnes, les groupes, les mini-groupes atypiques dans des films. Souvent, les films que j'aime beaucoup, c'est quand il y a des personnages très différents puis atypiques qui se ramassent dans une même quête ou une même aventure ensemble. J'aime bien ça. Fait que puis ça se prêtait en même temps au traitement du propos. Là, est-ce que tu as des questions pour Étienne? Non, mais toi, tu t'es mis aussi en scène dans le projet, donc ça vaut la peine de le dire. Non, mais tu commences, puis tu sais, on dirait que tout fait du sens maintenant aussi quand tu parles du backstory, de où c'est venu, puis l'espèce de genre juste le personnage qui offre la sandwich, c'est ça, il offre une sandwich. Ouais. Puis c'est tellement comme, au final, je comprends que c'est juste quelqu'un qui voulait l'aider, qui offre une sandwich. Probablement que cette personne-là, elle était tout à fait normale quand on demandait un sandwich, mais la manière que Salem voit cette demande-là, c'est quasiment une menace. Là, ouais, ben exactement, c'est 100% ça. C'est ça la première fois que tu jouais dans un de tes films? Ou... Oui. Oui, la première fois, puis tu sais, pas te mentir, je l'aurais pas nécessairement fait, mais c'est parce que on n'a pas beaucoup d'argent à Gaspésie, fait que t'es comme, hey, le petit rôle du commis m'a le faire, là, maintenant. Mais c'était drôle, j'aimais ça. C'était un peu stressant parce que c'était comme la première scène qu'on avait tournée. C'est ça, j'avais demandé. C'est ça, c'était ça. Ouais, la première, fait que tu sais, t'es comme ouf. Moi, ça faisait un bout que j'avais pas tourné, parce que justement, après ma dépersonnalisation, j'étais plus sûr si je voulais faire ça. Puis tout, fait que c'était comme la première fois que je réalisais depuis longtemps, puis que en plus, je jouais dedans, fait que j'étais comme un peu ouf, OK, ça part intense. Mais c'était super le fun. J'ai trouvé ça drôle quand même de me prêter au jeu. Puis, tu sais, souvent, comme comédien, on m'a souvent dit que j'avais la bouche grosse et ouverte. Non, mais c'est vrai, non, mais ça a tout été un peu, tu sais, dans le poster de Prank, le premier film dans lequel j'ai joué, c'est ma gueule grande ouverte. Avec le titre écrit dans les broches. C'est ça. Oui, c'est ma gueule grande ouverte avec le titre écrit dans les broches. On dirait que c'était ma façon aussi un peu de faire un clin d'œil à tout ça, parce que Salem, comment qu'elle aperçoit un peu, c'est un peu une musique d'horreur dans un contexte super weird. Puis ça aperçoit la bouche plus grande que nature, qui montre un peu ses perceptions et qui est déréaliste. Mais c'était un petit clin d'œil aussi que j'aimais faire sur ma bouche qui a été souvent critiquée. Mais c'est super réussi. Ou admiré. Je sais pas lequel des deux. Mais... On peut passer à Dying Tree, on va faire un beau pont. Quel pont réussi! Écoute, j'ai adoré ton film aussi. C'était époustouflant. Est-ce que tu peux le décrire un peu pour les gens à la maison qui l'ont pas vu encore? C'est l'histoire d'un homme qui, au final, décide du jour au lendemain de changer sa vie. C'est un peu difficile à expliquer parce qu'il se passe une seule chose dans le film, puis évidemment, je ne vais pas trop donner le punch. C'est juste cette décision de transformer sa vie, elle est pas seulement mentale, mais aussi très physique. Puis au final, le physique devient un peu une métaphore sur le mental dans ce cas-ci. Donc voilà, c'est un film un peu comme toi, qui est venu de plein de réflexions pendant la pandémie, avec plein de crises d'anxiété, de moments difficiles que j'ai vécus. J'ai réalisé que j'avais besoin de changer des choses dans ma vie assez drastiquement. Charles Exy, qui est l'acteur du film, on a coécrit ce projet-là ensemble, puis je pense que lui aussi passait à travers
des questionnements assez similaires que moi. Donc, on a créé ce film-là ensemble, puis il a constamment évolué parce que ça n'a pas été tourné pendant la pandémie, ça a été tourné plusieurs années après. Donc, c'est drôle parce que tantôt, on parlait de ton film, comment, genre, toi, tu l'as... si tu l'avais écrit pendant que tu passais à travers ta période difficile, ça aurait peut-être pas eu la même fin, mais moi, la fin dans mon projet a beaucoup, beaucoup changé. Bref, j'ai pas l'impression d'avoir répondu à la question nécessairement originale, mais Oui. J'aimerais savoir, donc, tu nous parles un peu de ton projet, puis comment c'est né. J'aimerais que tu me parles plus de la collaboration, justement, avec l'acteur du film qui est aussi un excellent danseur. Exact, ouais. C'est Charles-Alexis, on se connaissait, on avait déjà tourné un projet plusieurs années avant d'avoir fait celui-ci, puis on est devenus des bons amis. Lorsque j'ai gradué de l'école, j'ai commencé à faire beaucoup de projets de danse, beaucoup de réalisations de films de danse, puis où j'ai aussi comme appris à... moi, au final, ce que je voulais faire, c'est vraiment raconter l'histoire, écrire des scénarios qui sont pas nécessairement des films de danse, qui sont vraiment des films où on raconte le cheminement d'un personnage. Puis là, je trouvais ça difficile des fois dans la danse, que je voyais beaucoup de films de danse où on est vraiment plus dans la performance, quasiment si on regarde un show de danse sur scène, mais finalement, on le filme avec des angles de caméra différents. Là, ce que j'avais envie de faire, c'est, à travers A Dying Tree, c'est vraiment de comme raconter un film d'une manière peut-être un peu atypique de peut-être ce qu'on est habitué de voir au cinéma. Puis avec Charles-Alexis, lui aussi avait ce désir-là de vraiment comment on peut exprimer des dialogues, normalement, qui seraient écrits, mais à travers le mouvement de la danse. Donc, chaque mouvement a toujours une raison d'être, devient vraiment un langage assez spécifique là, même. Là. Donc, puis on a travaillé longtemps sur ce projet-là parce que, c'était super long à aller recevoir des bourses. Donc, on réécrivait le projet. Puis après, on a été beaucoup... moi, j'étais quand même en chorégraphie avec lui. Je suis pas chorégraphe, c'est lui qui créait, mais... C'est lui qui a fait la chorégraphie exactement, aussi. Mais j'étais quand même là pour essayer de comme le guider là-dedans et vice-versa. Puis on l'a vraiment fait ça, main dans la main. C'est tough de faire un projet où t'as vraiment quasiment l'impression qu'on a tous les deux un peu l'espèce de même... c'est comme si on était quasiment tous les deux réalisateurs là, sur le projet parce que lui, il gérait tout ce qui était de la danse. Moi, je gérais tout ce qui était comme du visuel, du scénario, puis de l'équipe. Puis ensemble, on créait ça ensemble de manière très égalitaire. Puis ça a été vraiment comme... ça s'est super bien passé. Puis c'était plaisant là, aussi. Là. Donc, voilà. Vous avez l'air de vraiment faire une excellente équipe. J'aimerais parler un peu des lieux de tournage, en fait. D'après ce que je comprends, ça a été tourné à Toronto. Exact. Est-ce que tu peux nous parler un peu des défis de tournage ou des expériences de tournage? Comment ça s'est passé? On a tourné à Toronto parce que j'avais toujours l'idée de que ça se passe dans un tunnel de métro, mais tourner à... C'est compliqué de tourner dans un métro. Moi aussi, c'était une de mes questions de comme tabarnouche, j'ai des plans. Je me rappelle, il y a un plan qui était quasiment... t'es dans t'es comme dans la section... tu sais, quand il danse, je sais pas quoi ce qu'il faut dire ou pas, mais on le voit danser plus loin, puis t'es haut en plus dans la section sur la rail, là, quasiment, ouais. J'étais comme, shit, c'est quand même, des défis, là, tu sais. Ouais, en fait, c'est que tourner à Montréal dans les métros, on peut juste le faire de nuit, puis ça coûte extrêmement cher. Donc, c'est pour ça qu'il y en a très peu, là, des tournages qui sont faits à Montréal. Puis, ce qui se passe, c'est qu'en Amérique du Nord, il y a une seule place où il y a vraiment une station de métro qui est abandonnée, puis c'est à Toronto. Donc, en faisant de la recherche, j'ai trouvé cette station-là. Puis, heureusement, la ville de Toronto sont très, très ouverts au tournage. Donc, c'était facile de tourner là. Puis, facile. Ça vient avec tous ces défis. Il faut amener toute l'équipe là-bas. Puis, ça reste une très petite production. Fait que c'est comme ça vient avec ses coûts. Mais on a tourné dans celui-là parce que c'était exactement ça que j'avais en tête. Puis bon, c'est à 6 heures de Montréal. Donc après, ce qui était le plus gros défi, je pense, du projet, c'était pas nécessairement le lieu, c'était vraiment plus toute le suit qu'on a créé au personnage. Je veux pas trop en dire, mais tu sais, ça, c'était extrêmement difficile parce que j'avais une vision en tête qui était quasiment une vision intacte. Quasiment que, tu imagines, toi, t'as ce suit-là, puis on n'a pas l'impression que c'est un suit.
Puis, en fait, je vais le dire, le rendu là, Ouais. on a tout recréé la peau d'un personnage, de la tête aux pieds, du visage complètement. Puis ça, c'était comme... Au final, on avait créé un suit avant de rentrer sur le tournage. Ça a pris des mois à construire. Puis là, la veille du tournage, qu'on est arrivé pour le tester, ça marchait pas. Donc, et ça aurait fait environ une espèce de comme 2 heures de prep tous les matins. Mais à cause que ça n'a pas marché, on devait avoir un 6 heures de prep tous les jours avant le tournage pour tout faire. Je sais plus c'est quoi la texture. Là, c'est du latex, je pense. Là, puis c'est comme... En gros, tu avais une équipe, tu avais 3 make-up artists qui venaient tout lui faire le visage. Le visage était déjà fait, mais tout le reste du corps, on venait lui placer la peau avec les poils et tout. Donc, c'était vraiment comme super long. Donc, ça, c'était le plus gros défi. Puis, ça l'a ajouté une espèce de goriness que je m'attendais pas parce que là, c'est sûr que sa peau a l'air un peu malade. Puis, je pense que ça m'a permis un peu de comme. Ça amène quasiment une nouvelle touche à l'histoire là, qui est un peu différente. Là. Non, ben, en fait, moi, j'avais une question sur l'utilisation un peu. T'as des segments en couleur, d'autres Ouais. en noir et blanc. Est-ce que c'est par rapport justement à ce que tu disais de un peu cette transformation qui s'opère entre le personnage? Parce que souvent, en fait, il y en a au début, à la fin, Ouais. puis un peu, je me rappelle plus, il y en a un peu au milieu, mais est-ce que c'est par rapport à cette un peu de transformation-là qui finalement qui réussit à faire Ouais, le ben, personnage? quasiment faire un lien avec une des premières choses que tu as dit aujourd'hui, c'est sur ton cadeau que tu as reçu, là, qui est sur cette espèce de retour-là à la nature. Là. Ouais. Ben, c'est sûr que comme, pour moi, je pense que ce qui s'est passé beaucoup, c'est que j'étais dans une espèce de... j'avais des gros troubles obsessionnels compulsifs qui se traduisaient par plein de choses, dont l'espèce de hyper-performance dans j'essayais de hyper-performer dans tout. Puis, je laissais très peu de place à l'imperfection dans ma vie. Là. C'était comme... C'est un peu ça, des troubles obsessionnels. Mais là, c'était comme à un espèce de autre niveau. Ça m'empêchait quasiment de sortir de chez nous. Là. On prend en parler pendant longtemps aussi. Mais c'est comme... Donc là, c'était un peu de cette ouverture vers un monde, vers une imperfection. Puis, au final, la nature, c'est ça qui est à la fois imparfait puis parfait. C'est un peu cette espèce de comme reconnecter avec quelque chose qui est essentiel dans nos vies. Au final, c'est le personnage qui essaie de reconnecter avec ses origines. C'est Racine. Non, c'est Racine? C'est Racine, C'est ouais, Racine, c'est un Racine. peu, C'est Racine. On l'a. Non, mais, je rigole. Alors, bienvenue à... mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça que c'était pour faire aussi une allusion. Et oui, il y a la couleur, puis la couleur représente ça dans le film, mais il y a aussi comme le chimpanzé qu'on voit au début puis à la fin du film. Puis le chimpanzé, au final, c'était un peu une allusion à un animal qui peut être vraiment perçu comme quelque chose de très masculin et fort et dangereux. Mais au final, le chimpanzé, c'est aussi ce qui est le plus proche de l'humain puis ce qui est le plus proche de la nature. Tu sais. Puis je trouvais ça intéressant de comme commencer le film avec cet animal-là qui a l'air très, quasiment, on dirait un western au début. Il se regarde dans les yeux. Puis c'est comme, il a l'air très agressant puis dangereux. Puis à la fin, mais on se rend compte qu'au final, il était juste très inoffensif. Donc, il y a un peu ce lien-là qui est fait aussi avec lui qui reconnecte avec ses racines à la fin du projet. Est-ce que c'est ça que. Est-ce qu'il a été fait en VFX? Oui. Parce que je voyais à la fin de ton générique que tu avais eu des VFX et tout ça. Puis je me demandais, vu que justement, quand même, la peau, on le sent que ça a été fait réellement et tout. Fait que je me disais, c'était quoi que. Fait que je me disais, c'est sûrement le gorille. C'est ça, c'est le gorille. Puis il y a aussi, comme à un moment donné, le train qui arrive là, devant la caméra. Ça a été. Ah oui, parce que c'est une station. Abandonnée. Ah Fait ouais. qu'on a Ben, toute ok. la section du début du film qui se passe vraiment dans un vrai wagon. Ça a été tourné dans une autre station, à Toronto aussi, mais Ok, on a ouais, vraiment ouais. comme ça, on y a eu accès. Sinon, y a-tu d'autres VFX? Il Ah, y a une c'est vrai corde que là, c'est qui a vraiment été cool, effacée, mais ouais. Ok, parfait. Voilà. Mais c'est sûr que le chimpanzé, c'est comme le gros truc. Puis on a comme. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui a un bon ami qui a juste mimé un chimpanzé qui marche. Puis là, on l'a Wow, iconic. on l'a refait après. Moi, je me demande, est-ce que tu as des secrets de tournage ou est-ce qu'il y a comme Mhm. je sais pas, comme des scènes qui ont été coupées ou... parce que Ouais. je suis comme quand même vraiment énervée par la station abandonnée. Je sais pas, est-ce que tu as des histoires de... c'est quand même, Apparemment, cette station-là, elle est hantée. Puis vraiment, Ouh! comme si on Google, c'est connu. Il y a comme
une femme avec une robe en rouge qui a été aperçue par plein de monde. Pas par nous, malheureusement, mais apparemment, c'est comme vraiment un thing, là, genre que les gens ils parlent beaucoup à Toronto pour ce tournage-là. Mais sinon, je pense que ce qui est intéressant, c'est que le tournage a été fait sur plusieurs mois. Fait qu'on a tout tourné. On avait juste un budget pour faire la partie dans la station de Toronto intérieure. On a tourné ça. Et ensuite, on a obtenu plus d'argent pour aller tourner tout ce qui est comme la nature et le bureau. Puis ça nous a vraiment permis, parce que il y avait trop de danse qui était vraiment difficile à couper. Donc, on a quand même coupé beaucoup de jus dans la danse pour vraiment comme rendre ça plus comme cohérent et simple, en fait, au montage. Puis ça a vraiment aidé. Mais c'est pour dire qu'au final, c'est intéressant comment c'est constamment en écriture des projets comme ça. C'était pas comme... Aussi, c'est ça. C'est des projets qui sont pas faits avec énormément de moyens. Fait qu'il faut comme un peu, OK, on a cette idée-là, on va aller le tourner, puis après ça, on va voir comment on make it happen à la fin. Là, Toi, as-tu des secrets de tournage, des choses qui sont arrivées qu'on ne saurait jamais? C'est une bonne question. Est-ce que j'ai des secrets Où de est-ce que ça a été tourné en majorité? Ben, en Gaspésie, Ok. fait que, tu sais, À Laval. mettons, ouais, on a triché Brossard. ça. Ouais, sur le pont, Gédéon, oui, mais... Non, mais c'est... ben, tu sais, la scène d'ouverture, ben, tu sais, à différents degrés, c'est un peu le même enjeu que pour, mettons, la station de métro. C'est, tu sais, une station d'essence... c'était même une scène, il fallait qu'on trouve de quoi de pas trop passant. Là, faut qu'on ait trouvé une vieille station essence abandonnée sur le bord à Saint-Anne-des-Monts, je pense. Ok. Super belle, sur le bord de l'eau. C'était comme foggy ce matin-là. Fait que c'était comme. C'est super cool. Mais on a tourné ça là, puis le reste, vraiment, en fait, c'est où ça se passe. Fait que, tu sais, Gaspé, Douglastown. Percé. Même qu'on en fait, on a triché le parc Forion. C'est pas le vrai parc Forion. OK. Ça, c'est le gros secret. Non, mais c'est vraiment. Non, mais c'est quand même un enjeu parce que, tu sais, la fin du film se passe au parc Forion. Puis on peut pas tourner là-bas. Ben, tu sais, comme des enjeux, c'est Parc Canada. Fallait amener notre truck sur le bord. Puis là, là-bas, c'est clôturé, tu sais, le bout du monde, tu sais. Fait que là, on était comment, mais tu sais, là, c'est clôturé, il faut qu'elle se pitche, tu sais, faut quand même une image forte, elle va se pitcher avec le truck peut-être, tu sais. Fait que, on dirait que tout marchait pas, c'était compliqué à amener l'équipement. Après ça, c'est une hike de 45 minutes, sinon on était comme non. Puis tu sais, on tourne au Blue Hour, fait que tu sais, c'est comme on est quand même restreint par le temps. Finalement, on a trouvé à Percé, à côté d'un camping, un vieux fort qui appartenait à un monsieur de là-bas, là, qui est sur le bord. Il n'est pas visible quand tu arrives à Percé parce qu'il est un peu plus bas sur le bord du camping. C'est en faisant du repérage qu'on l'a trouvé. Puis on y avait accès en y allant en genre de 4 roues. C'est les propriétaires de la maison juste avant. Ils étaient on va vous amener vos affaires. Fait qu'on amenait le truck, puis on allait là en 4 roues. Puis c'était comme il n'y avait pas de clôture, pas rien. Ça a donné lieu. Puis on a refait la pancarte d'attitude, mais c'est comme on a trouvé le. Ça, c'était le fun quand même. Je trouve que c'est tellement ça la magie des fois du cinéma. Tu sais, t'es comme, qu'est-ce que je vais faire? Le lieu que j'ai en tête, il marche pas. Non. On peut pas faire ça. Puis finalement, il y a ça qui est encore mieux, à côté. ouais. Il est pas loin, c'est encore mieux. C'est le même phare. Tu sais, la plupart du monde nous disent, comment vous avez fait de tourner au Parc Forion? Ça, moi, c'est tout le temps des compliments que je suis comme, yes, on a trouvé comment. Moi, c'est des défis qui m'excitent des fois de production. Quand tu sais vraiment pas comment que tu vas régler une affaire, puis que tout finit par s'emboîter. Tu sais, des fois, tu as des petites sueurs froides, mais... Ben, est-ce que vous avez tout scaté avant, puis vous êtes retourné après? Parce que c'est quand même loin. Ouais, full, on a scaté. Tu sais, on est allé écrire, on a fait une partie d'écriture là-bas l'hiver avant, où on a scaté un peu et tout, pour se faire des premiers contacts, puis tu sais, comme appeler le monde et tout. Puis on est retourné l'été, au mois d'août peut-être, avant le tournage. Un petit 5 jours, checker ça, tu sais, fait que... ouais, j'aime vraiment ça tourner loin. Le plus loin possible de Montréal. Mais ouais, c'était... Ben, ça permet, l'équipe est là, vous dormez tout en même place, il y a comme toujours une énergie qui est différente, puis qui est comme... Je sais pas, ça donne toujours pour de vrai des projets qui sont un peu... qui ont comme, je sais pas, un je ne sais quoi. Ouais, t'es tout le temps C'est comme une immersé, façon peut-être de dedans. s'isoler puis vraiment de se concentrer plus sur le projet. Est-ce que vous diriez ça? Ouais. Ben, je sais pas si c'est se concentrer plus. C'est juste qu'il y a une certaine magie, je trouve, qu'il y a tout le temps quand t'es loin en gang. Tu sais, on dirait, tu sais, c'est comme...
il y a des moments aussi, c'est dur. Tu sais, le veux pas, il y a quelques hôtels à Gaspé, mais on avait un vieux motel, le motel Gaspé, puis ils nous avaient tous donné le L en coin au bout du motel, puis ça filait très à Florida Project. Là, on avait chacun nos chambres au 2e étage, 1er étage, puis le matin, on sortait, on se voyait. Le soir, on prenait nos beers, puis tout le monde allait se coucher dans le... Je sais pas si c'est ces petits moments-là que moi, je garde en souvenir. Notre cantinière, c'est une fille de là-bas. Ça s'appelle la Cantina Latino-Gaspésienne. Écoute, elle fait de la bouffe latino-gaspésien. Écoute, ça goûte aussi bon que ça sonne. C'est une fille là-bas qui a une petite cantine sur le bord de la plage à Aldiment. Elle fait toute notre craft. Ces petits moments-là, le soir, en revenant de tournage, on allait sur le bord de la plage, manger à sa cantine, des tacos aux crevettes. Tu sais, genre, c'était fou raide, là, tu sais, cette ambiance-là. Puis c'est ça qui me... Tu sais, que je trouve qui rend toute l'expérience. Tu sais, des fois, c'est tellement... Tu l'as dit tantôt, tu sais, c'est tellement long à avoir les bourses pour faire ces films-là. Tu sais, t'as tellement passé de temps à vendre ta patate. C'est pas ça l'expression, mais vendre ta salade. La salade. De patate, peut-être. C'est encore à la cantine. Oui, on vend ta patate. On la vend, la patate. Mais tu sais, on passe tellement de temps tout le temps dans intellectualiser nos idées, les vendre d'une telle façon pour que le monde y croit puis embarque. Que cette petite magie-là, je trouve que quand on est rendu à le faire, puis qu'on est en gang là-bas, puis que là, c'est vraiment l'esprit collectif artistique en gang qui embarque, puis on est comme, OK, on fait le meilleur film possible avec ce qu'on a, whatever qu'on est là. Cette magie-là qui opère après tout ce travail-là, c'est, je sais pas, il y a tout le temps un cool, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'aime ça aussi. Tu parlais du rapport à la nature, tu sais, puis je trouvais ça super intéressant dans ton film parce que je suis dans cette passe-là un peu de ma vie aussi où, tu sais, j'ai tellement envie d'avoir cet équilibre-là. Autant que je suis quelqu'un de carriériste que... Moi, c'est pour ça que j'ai quitté Montréal. Je suis retourné plus dans la banlieue où j'ai grandi. Puis je trouve que c'est tellement important de garder cette proximité-là un peu avec le réel, le vrai. Genre, c'est super important. Ouais, c'est ça. Fait que d'avoir la chance de faire le métier qui nous passionne dans ces lieux-là, je trouve que c'est une vraiment belle chance. Puis une belle façon aussi d'exprimer nos idées puis nos histoires. Merci beaucoup, Étienne. Merci de nous avoir Et Vincent René, merci. Merci à toi. Merci, Étienne. Merci, Vincent. On est très heureuse et heureux aujourd'hui d'accueillir la belle visite en studio avec nous. On peut dire bonjour à Manuel Piron, qui vient nous parler de son superbe documentaire « Emboîter leurs pas ». Bonjour, Manuel. Bonjour. Bonjour. Et puis, on a Sarah Toussaint-Léveillé, qui vient nous parler de son Chers Oscars. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. Ça va super bien. Je pense qu'on avait toutes des histoires séparées de on a failli se faire ensevelir de slush sur le chemin ici. C'était quand même intense. Belle journée d'hiver, de slush. D'hiver fondant. Humide. Ce qu'on fait pour l'amour du cinéma. Oui. En fait, vous avez clairement compris qu'on aime ça célébrer ici à plein écran. On a un superbe décor de fête. Puis moi, j'aimerais ça, en fait, qu'on se réchauffe un peu, puis que vous me parliez de votre meilleur souvenir de fête. Ou de party, ça peut être... Moi, je vais y aller plus avec le meilleur souvenir temps des fêtes. Ouh, OK. Back in twist. J'ai donné à ma maman, à Noël, un espèce de mousseur à lait, mais comme qu'elle fait juste appuyer sur un bouton puis ça mousse. Ouh. Puis elle, ça fait genre 30 ans qu'elle a le même mousseur, genre... Où c'est comme, elle se lève le matin, puis elle mousse, là, elle barate. Puis là, à chaque jour, elle m'envoie une photo d'un café avec la mousse qu'elle a pas genre eu à genre c'était beau TV pour la faire. Puis je suis comme, j'ai scoré. Fait que c'est ça. T'as gagné des points dans le cœur de maman. J'ai gagné, ouais. Ouais, clairement. Ouais, ma sœur, elle a... Qu'est-ce qu'elle a donné? Je m'en rappelle plus, mais tu vois, justement. Toi, j'ai gagné. T'as clairement gagné. C'est ça. Est-ce que ta mère fait du latte art? Non, Okay. elle fait des structures. OK. Mais je pense pas que c'est... Tu sais, comme ça fait comme des fois des petits chapeaux. En tout cas. Et puis toi, Sarah, est-ce que t'as... C'est pas des bonnes histoires, là. C'est juste que j'ai l'impression que les meilleures fêtes que j'ai eues, c'est genre celles qui sont jamais organisées. Tu sais, c'est pas celles que genre on m'organise, tout ça, c'est comme les accidents. Puis genre quand j'ai eu 20 ans,
J'étais en voyage en France, puis je me suis retrouvée, ben, je suis musicienne dans la vie, je me suis retrouvée avec une gang de musiciens sur le bord de la Méditerranée qui jammaient, genre des clarinettes, puis tout le kit, puis c'était vraiment hot. Fait que ça, c'est un beau souvenir de fête quand j'ai eu 20 ans, c'était vraiment cool. C'est vraiment... Ouais. c'est Ouais. nice. Dans ce voyage-là, à un moment donné, on était à Avignon, puis on jouait de la musique dehors, puis vraiment comme dans les films, là, il y a une madame qui était fâchée, qui a versé un seau d'eau sur mon ami puis son accordéon, puis tout ça. Parce que, ouais. C'est vraiment Ça m'est arrivé la même le chose. sketch, là. Il t'est arrivé la même chose? Mais sur Saint-Denis. Sur un Sérieux? accordéon? Non, mais Ça mon serait ami fou, vomissait sur une terrasse. OK, ouais. On se Mais- vibe. Non, mais ouais. Arrête de vomir! C'est quand même un peu médiéval. Genre, ben, je sais pas. Ah ouais, vraiment. Là. Ouais, J'aurais aimé, oups. J'aurais aimé ça que c'est ça, genre un pot de chambre. ouais, genre un pot de chambre wash. Ouais, ou un barret en bois, là, tu sais, des vieux trucs. Ben, c'est un peu comme la même affaire. J'imagine les pots de chambre. C'était comme en bois, là. En tout cas. Mais attends, on peut-tu revenir à l'histoire du vomi? Ouais. C'est juste, mon ami, elle vomissait, puis là, je sais pas, le monsieur, il fermait son bar, puis là, il a juste sorti avec un gros seau de mop, puis il a fait genre, pour Mais que, genre, ouais. nous faire fuir. Et là, on était genre couverts de mop, puis là, en tout cas, il y a quand même, en tout cas, mon ami, Dans le vomi. elle vomissait encore, genre, Mais c'est Bref. donc mais mean. je pourrais dire le nom du bar. Il Ah, existe c'est- encore. Ah ouais, vas-y On peut, donc. au pire, On le met sur le Patreon, ouais. OK. Ouais. Le psy. OK, Oh, je connais. ouais, C'est oui, un oui. bar AI, genre, c'est un bar, genre, What? je sais pas comment, Je il sais est apparu c'est où. quand, ouais. OK. On n'ira pas là. That's C'est mean. mean. Vraiment mean. Ben, sur ce, Ouais. on peut passer dans le vif du sujet. On peut sauter dans le vif du sujet? Ouais. Les deux. Tout ça. J'aimerais, c'est ça. J'aimerais commencer avec emboîter leur repas. Bonjour Manuel. Rebonjour. J'aimerais que tu me parles un peu. Est-ce que tu peux décrire en fait ton projet pour les gens à la maison qui n'ont pas vu le film encore? OK. Donc, dans le fond, ce court-métrage est un peu une escapade au sein du Centre des archives gays du Québec. Mhm. Puis, on y découvre 3 boîtes, donc 3 histoires qui ont un peu façonné l'histoire queer de Montréal des années allant de comme 80, plus années 80-90, début 2000, avec le premier mariage en 2004. Avec Julie Snyder. Avec Julie Julie Snyder, Snyder. oui. C'est tout un travail d'archives, de recherche que tu as fait aussi. Moi, j'aimerais savoir, ben, avant de m'embarquer là-dedans, parce que j'ai plein de questions pour toi, est-ce que tu peux me parler comment est-ce que le projet est né? Je sais que hors caméra, tu disais que c'était un film de fin de programme pour l'UQAM. Oui. OK. Ben, c'est ça. Donc, dans le cadre de mes études, j'étais déjà allé voir un peu flairer au centre des archives. Puis j'ai commencé à faire du bénévolat à cause que je faisais un autre projet sur Michael et René, le premier couple gay à s'être marié au Québec. Mhm. Donc là, je les avais déjà rencontrés. Puis là, venait la partie de l'année où on devait proposer un projet. Puis j'étais commencé, ça pourrait être le fun de joindre d'autres histoires, puis visiter le centre, faire visiter le centre aux gens à travers justement un court-métrage. Donc rendre le centre accessible parce qu'il n'y a pas tant de monde qui... Tu sais, comme c'est quand même populaire, mais tu sais, ça surprend beaucoup de monde que ça existe même souvent quand ils voient le film. Mhm. Donc, c'était ça, l'idée de faire connaître ce lieu, puis de faire connaître ces histoires-là, puis surtout les belles personnalités aussi. Puis ce que je trouve super beau dans ton film aussi, c'est que ça donne vie à ces histoires-là. Tu sais, comme elles deviennent... ben, je veux dire, sont clairement 3-dimensionnelles, Ouais. mais je trouve que c'est superbe, en fait, Ouais. le format. Comment... Donc, si je comprends bien, la façon que tu as rencontré tes intervenantes, tes Ouais. intervenants, c'est par le biais Oui. de ce centre-là. OK. Donc, ouais, Michael et René, c'est un peu la raison pour laquelle je suis allé au centre OK. en premier lieu, parce que je savais que René était photographe, donc je voulais voir ses photos. OK. Puis après, au centre, je me suis mis à le fréquenter là, chaque semaine. Puis là, en étant là, puis en parlant au monde, puis en joignant l'équipe de bénévoles, là, j'ai connu l'existence du travail de Kimura, puis j'ai comme exploré son fond, puis je l'ai rencontré. Puis là, moi, j'avais déjà proposé le projet, puis c'était fait accepter par l'école, mais là, j'allais pour tourner, puis il me manquait encore une histoire, puis je voulais porter le nightlife lesbien. Puis par hasard, ma mère, elle donnait du bois de son sous-sol, elle a comme un ancien foyer, puis là, qu'on n'utilise plus à cause des réglementations. En tout cas, whatever. Elle donne du bois. OK. Une femme donne du bois. Puis là, ma mère, elle donnait du bois sur Veux-tu ça, toi, un groupe Facebook. Puis là, il y a Linda du court-métrage qui est venue. Puis là, ils se sont mis à jaser. Ma mère a dit que j'étais en cinéma. Puis là,
un échange de numéros, on se parle, puis finalement, ça fonctionne juste parfaitement. Fait que c'est même pas, même pas avec les archives que j'ai rencontré Linda et Catherine, c'est à travers ma chère mère, puis son boîte de chauffage. Et son latte. Oui. Ben, c'est tellement super. Puis je me demandais, est-ce que c'est sûr que, bon, de rencontrer ces personnes-là à travers ta mère, à travers le centre. Puis j'aimerais savoir, est-ce que ça a pris du temps à ces personnes-là à te faire confiance ou est-ce que l'ouverture, est-ce qu'il y a eu une ouverture dès le départ? Mais déjà, je pense que c'est des gens qui ont donné leurs photos, documents, art pour que ça soit consulté. Donc, je pense qu'il y avait un côté aussi assez le fun de voir que des gens vont utiliser ce que j'ai donné. Fait qu'il y a une petite ouverture de ce côté-là. Mais après, il a fallu des cafés, des croissants, des jasettes. Ouais. Puis aussi, on filmait chez eux. Donc, tu sais, comme que moi, je me rende dans leur maison aussi. Puis que, tu sais, qu'ils s'habituent à voir aussi comme la directrice photo, Jeanne, est venue avec moi aussi prendre des photos des gens. Puis là, tout le monde était à l'aise avec... D'un coup, il y avait plus de monde qui se mêlait à la visite. Puis à la fin, quand c'était le tournage, tout le monde était bien relax. J'aimerais savoir, en fait, est-ce que... c'est quoi les plus grands défis de tournage que tu as traversés? Si tu en as eu. Ouf. Moi, je pense que c'était l'horaire, parce qu'on a comme... Parce que c'est un film de fin d'études, on a comme des blocs de tournage, puis on peut seulement avoir la caméra puis l'équipement pendant un X période de temps, comme 2 fins de semaine. Puis on avait beaucoup de lieux. Donc, tu sais, comme on fait une shot dans une décapotable, puis genre, toutes ces affaires-là, d'aller filmer, genre dans un bar, puis avec les temps de repos, là, entre chaque tournage pour que les gens puissent dormir, puis relaxer, puis retourner. Je pense que c'était plus ça, l'espèce de gestion de qu'est-ce qu'on filme quand, puis comment il faut suivre l'horaire, parce que c'est comme le soleil se couche, puis on n'a pas de lumière, donc il faut faire l'entrevue, puis comme... je pense que c'était plus ça, le plus gros problème qu'il y a eu. Mais ça s'est bien passé, là, mais c'était plus la source de stress première, disons. Ah, ben, je présume. Ça, c'est du travail de mettre tous ces gens-là ensemble dans des... Et aussi, tourner avec des personnes âgées. Ça, c'était aussi... mettons, j'avais cédulé un 4 heures pour les archives au début où Michael et René ils fouillaient, mais tu sais, comme c'était comme pas à 1 heure où d'habitude, ils font ils sortaient, ils étaient comme en action. Donc là, on a dû raccourcir pendant le tournage même, tu sais, comme des petites affaires comme ça qu'on a dû réajuster à cause que nous, on était vraiment dans notre horaire école, mais il fallait aussi peut-être plus consulter, aussi, s'adapter. Puis, les rencontres, la situation précise de chaque personne. J'ai vraiment, je vais sortir une extrait, j'ai vraiment kiffé la scène de tournage au Sky pour la soirée Kiev. Est-ce que tu peux me parler de comment ça s'est passé? Oui. Mais déjà, Linda et Catherine n'avaient pas nécessairement prévu de faire une soirée retrouvailles avant que nous, on arrive puis qu'on fasse... Oh ouais, OK. Fait que c'est comme... Mais après, on leur en a parlé, ça pourrait être le fun, une espèce de soirée où Catherine DJ un peu, puis là, ils étaient comme... Ah ouais, puis là, ils se sont emballés. Puis là, après, donc, il y a eu la soirée qui s'est passée. Puis là, trouver le bar, c'était comme une espèce d'épopée. De genre, on s'en va à ce bar-là, il confirme, puis là, la journée avant le tournage, il y a une chicane, puis là, il y a un changement de bar, puis là, finalement, ça finit au Sky, mais comme, ça, c'était stressant. Mais en même temps, ça, tout de suite, s'est bien passé, là. Mais ouais, donc là, il y a la soirée qui se passe, retrouvailles, on est un peu, genre, on espère que le monde se pointe, parce qu'au final, c'est leurs amis. Puis finalement, ils ont tellement eu de fun que Linda a organisé, après, chaque semaine, pendant 1 an, une soirée comme la soirée féminin. Puis c'est genre au Sky. Puis ils se sont full bien entendus avec le proprio, puis ils hostaient des événements après chaque semaine. C'est moi, qu'en fait, comme quelque chose, non, c'est pas moi, mais c'est comme juste le contexte du film est venu créer un espèce de petit feu, je sais pas, remis une bûche dans le petit foyer de faire des soirées dansantes lesbiennes pour ces personnes, en tout cas. Ben oui, mais c'est tellement une belle histoire, ça a été ouais. Mais c'est cool. Écoute, moi, j'aimerais savoir, peux-tu me parler un peu de ton rapport avec Kimura ou comment est-ce que ça s'est passé avec Kimura? Kimura, c'est full bien passé. Déjà, Kimura avait légué une partie des archives. En fait, il y avait peu d'archives de Kimura personnelles qui étaient léguées au centre d'archives. Donc, mais Kimura a chez eux des catalogues d'archives. Fait que là, c'était vraiment une approche différente aussi où moi, j'allais chez eux, puis on passait à travers des photos. Puis là,
il m'envoyait des scans de ses photos d'enfance. Puis c'est ça, avec Kimura, on a plus creusé dans le personnel identitaire, parce que c'est plus ça aussi son témoignage, là, qui parle d'intersectionnalité, puis de genre de croisement. En tout cas, donc ouais, c'était plus chez eux, c'était plus... On s'est vu plus, je pense, que les autres intervenants, on a plus de rencontres. Il y a un bon lien qui s'est créé. Ouais, c'est ça. Puis c'est d'avoir accès à quelqu'un qui s'est vraiment archivé au complet. C'est parce que t'es en quête identitaire, mais aussi de toi-même, de mettre sur papier, tout regrouper toute ta vie. Après, tu peux tout consulter, puis on dirait mieux comprendre. Ça m'a aussi marqué aussi. Ça vient en adoption, là. Ouais, c'est ça, à cause que... Mais c'est ça, c'est tellement le croisement de identité, c'est comme adopté, queer. Il y a tellement d'affaires que c'est comme ça, c'est venu d'archiver sa vie permet de mieux se comprendre aussi. Ça, c'était comme, wow. Même moi, après, j'étais comme, il y a un souci plus à genre garder mes affaires correctes de la bonne façon pour juste comme pouvoir se suivre soi-même à travers le temps. Mais c'est fou, justement, j'avais posé cette question, si ça t'avait inspiré à toi-même archiver ta vie au fur et à mesure que tu la vis. Ouais. Ben, dans le sens que je pense que ça m'a donné un petit feu à genre, OK, il faut que... Mais tu sais, déjà, j'avais le réflexe je garde beaucoup de choses. Mais tu sais, comme de faire le tri de qu'est-ce que je veux garder, conserver bien, conserver de la bonne façon les choses. Là, c'est ça, j'ai comme des disques durs, puis là, je les ai comme organisés d'une façon à que ce soit consultable de la bonne façon. Puis ouais, c'est ça. Clairement, ça m'a donné un petit... genre, ça vaut ta vie, tes traces méritent d'être organisées, parce qu'après, tu vas pouvoir les reconsulter, puis tu vas pouvoir mieux te comprendre, puis mieux diriger ta trajectoire toi-même après. Absolument, oui. Si c'est plus clair derrière, tu peux plus savoir où tu t'en vas. En tout cas, j'ai trouvé... Je trouve que ce que j'allais dire, c'est que c'est comme, on dirait, plus facile d'avoir du recul. Ouais. Qu'est-ce que ce film t'a appris, je présume, beaucoup de choses, mis à part ton expérience avec Kimura? Il m'a appris beaucoup de choses en montage, parce qu'on faisait des espèces d'entrevues où, tu sais, tu tournes, puis là, tu parles, puis là, t'as du stock, puis tu dois faire de 1h30, super... Tu sais, comme Michael et René, il y a une grande partie de l'entrevue qui était sur la période de VIH-Sida, puis que dans le film, on en glisse une phrase, deux, mais tu sais, il y a comme tellement d'histoires qu'au final, c'est comme moi, c'est dans mes archives personnelles, mais c'est pas dans le film. Donc, c'est comme... C'est ça, c'est de couper, puis de monter, puis de toujours penser à c'est quoi que tu veux dire, là, puis l'important, c'est parce que il y a tellement de trucs intéressants, il faut genre épurer, là, je sais pas. Ça a dû être un travail difficile, je présume. Est-ce que tu as dû couper beaucoup de choses que tu aurais voulu mettre dans le film? Mais c'est ça, c'est qu'au final, après, ça saute aux yeux que sa place, c'est pas dans ce film-là. C'est une bonne histoire, mais ça servait pas le propos. Fait que je pense que c'est ça que le film m'a montré. C'est vraiment là, trouve la ligne directrice. C'était comme mon apprentissage là, de ce petit projet-là, plus en montage. Voilà. C'était-tu dur pour les archives avec Julie Snyder? Là, y a-tu fallu demander une permission ou tu as juste fait fuck that? Mais c'était comme une cassette qui était dans les archives de Michael. Mais on a dû payer production J. Of course. Puis après, là, ils nous ont renvoyé un truc. C'est pas si cher. Non? Non. Mais oui. Non, j'adorais l'élément Schneider. Là. Ben oui, on va l'avoir. Là. Ouais. C'est quand même payant. Là. J'aimerais savoir, est-ce que y a quelque chose que tu aimerais dire au public par rapport à ton film? Qu'est-ce qui est moins évident après la première écoute que tu aimerais que les gens sachent, en fait? Ben, je sais pas si l'effet donné à travers le film, en tout cas, je sais pas à quel point ça incite les gens à venir faire eux-mêmes leur propre fouille. Mais tu sais, comme moi, ça, c'est 3 personnages, 3 histoires, mettons, que moi, j'ai fouillé puis décidé de mettre de l'avant, mais il y en a comme tellement d'autres. Fait que c'est comme... Puis c'est un lieu accessible, tu peux aller arriver là-bas, dire c'est quoi à peu près que tu as envie de consulter, mais il y a place à juste prendre un rendez-vous pour s'asseoir puis regarder, consulter. Fait que je pense que c'est ça, c'est de... Tout le monde peut y aller puis faire ses propres mini-découvertes, puis c'est comme... Ça a un effet apaisant aussi, là, de genre consulter puis de voir des images. C'est comme des mini... Tu peux créer ta mini-expo. C'est comme
consultant des moments clés qui, toi, t'as de la curiosité, te mène à ouvrir cette boîte-là, puis là, tu trouves telle image, puis je sais pas. Il y a comme un côté intéressant de fouiller dans toutes ces affaires, avoir accès à tout ça. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'il est situé, ce centre? Oui, sur la rue Atateken, mais là, il faudrait que je google. Mais je pense que c'est... Ouais. OK, c'est sur Atateken. Atateken, OK, ouais. parfait. René Lévesque, Atateken. L'adresse me... Non, mais c'est Ouais. Je pense qu'on peut. Ouais, c'est Google it, ouais. Ouais, let's Google it. Puis le nom, c'est le Centre des archives queer ou Centre des archives Centre gay. des archives gays du Québec. Mais Ok. ouais, c'est ça. C'est comme, c'était ça le nom, genre, donné au début. Donc, on dirait qu'ils veulent pas changer les... Mais c'est comme pour une mémoire Ouais. queer. Genre, Ouais. LGBT. Merci beaucoup, Manuel. Merci à vous. On peut passer à Sarah. Ouais. Oui. Je sais pas si je vais avoir autant de choses à dire sur mon court film de 2 minutes. Moi, j'ai des questions. J'ai absolument adoré ton film. J'ai trouvé ça super drôle. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment est-ce que le projet est né? Bien sûr. C'était ultra spontané, en Ok. fait. Il y avait... c'est mon premier kino, tu sais, c'est ça. J'ai fait l'INIS, puis après, j'étais comme... J'avais envie de faire des trucs créatifs, puis en même temps, des fois, je pense que j'ai des blocages, comme tout le monde, là, tu sais, que t'es comme, qu'est-ce que je veux dire? Puis j'étais un peu déprimée un soir, puis il y avait un deadline pour le lendemain, pour Kino. Puis je l'ai fait en genre une soirée, en fait. C'est vraiment... tellement le fun. OK. Ben, c'était vraiment spontané, puis c'est maximum 2 minutes, c'est des défis. Le défi avait pour titre les Oscars. C'était vraiment pas inspirant. C'est pourquoi ce mois-là, il y a littéralement juste 4 personnes qui ont participé. Là. Oh, wow, OK. Puis j'étais comme, bon, je vais pas parler des Oscars, là, je m'en fous. Ben, tu sais, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Là, pas, en tout cas, whatever, je vais pas écrire un speech. Là, mais... Fait que je suis juste partie, j'ai commencé à photographier mon appart, en fait, parce qu'il était littéralement en bordel. Ça, c'est aussi l'histoire de ma vie, là. Comme j'ai beaucoup de choses, j'accumule beaucoup de choses. Je sais pas, tu disais ça tantôt, je sais pas si tu accumules du stock, mais c'est ça. Tu sais, faire le tri après, je m'attache aux objets, c'est toutes des affaires genre de ma famille, whatever. Fait que j'ai juste commencé à prendre des photos, puis je sais pas si j'ai comme écrit mon texte en parallèle, puis j'ai continué à prendre des photos après pour comme organiser un peu ma pensée, mais c'est ça, c'était vraiment comme... C'était très spontané, voilà. Et puis, t'as fait ça en une soirée. C'est quand même Ouais. fou. Mais tu sais, je me suis couchée tard, là, mais ouais, c'est ça. Et puis, est-ce que tes parents ont vu le film? Je trouve ça drôle parce que tu Ouais. fais beaucoup référence à ta famille. Ouais. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Ben, ils ont vraiment aimé ça. Puis, tu sais, mon père aussi, il se retrouve dans le film aussi. Puis, il y a beaucoup de... C'est ça, je pense que mon père, surtout, il a perdu son père super jeune, quand il avait comme 3 ans. Fait que je pense que le rapport aussi à la mémoire puis aux objets, il est très, très attaché aux objets. Fait que je pense que ça le touche pour ces raisons-là aussi, là. Puis, le petit traitement argentique, c'est pas une vraie caméra argentique. C'est vraiment, genre, mon appareil qui fait cet effet-là, là. Je peux mettre un effet. Désolée, mais c'est ça. Mais La ouais, magie fait que du je pense qu'on a ça en commun, en fait, là, cette espèce de rapport-là à... Ben, c'est ça, aux objets, au passé, à l'histoire familiale, tout ça. Fait que, ouais, je pense que ça l'a touché pour ça, là, ouais. Et puis, j'aimerais savoir, est-ce que j'allais dire le voice-over en bon français, est-ce que toi qui nous contes ton histoire, est-ce que c'est venu d'une traite ou est-ce que tu t'es assis, est-ce que tu as pensé à tout ce que tu voulais dire ou c'est littéralement, ouah, c'est sorti en regardant les images que tu venais de prendre, en fait? C'est une bonne question. Ben, c'est sûr que j'ai rédigé un texte qui était d'un trop long, en fait, là, déjà, parce que 2 minutes, ça passe tellement vite. Puis, tu sais, je me suis organisée pour coter, il n'y a pas d'espace, là, tu sais, ça respire pas, là. C'est comme même pas le temps de respirer que l'autre phrase embarque. Mais il a fallu que je coupe. J'ai quand même organisé mon texte, là. OK. Mais ça reste très spontané. Je pense que c'est ça aussi, ce film-là. C'est comme... Ça fait du bien, des fois, de sortir des choses qui sont pas over-analysées parce que j'ai tendance à vraiment suranalyser beaucoup puis vouloir bien penser que ça mean good, là, tu sais, que tout ce que je fais a une raison d'être, qu'est-ce que je veux dire, je me questionne beaucoup. Fait que d'avoir fait ce film-là, qui soit sorti, puis ça résonne quand même pour du monde, ça a quand même fait du bien. Fait que bref, c'était assez spontané, le texte. Là, je me perds, là, ça c'est... Non, mais pars-toi, on est bien, bonjour. là. Perds-toi. Ouais, perds-toi, vas-y, perds-toi. Mais ouais, fait que c'était quand même, tu sais, assez spontané parce que j'avais pas beaucoup de temps, mais j'ai quand même organisé un peu. Puis après ça, il a fallu que je coupe des parties sûrement que je trouvais drôle, mais que j'ai enlevé. Puis tu sais, je pense que la partie qui a pris le plus de temps aussi, c'est genre trouver le ton à la narration. Tu veux pas, c'est comme... En tout cas, c'est ça. À un moment donné, j'étais comme... Fallait que je me pose, que je me réécoute. J'étais là, OK, ouais, ça va être ça. Genre, mon ton un peu monotone, posé. Mais c'est bon avec la rythmique du truc.
Ça Ouais. crée Ouais, un petit contraste, genre C'est le de. fun, ouais. C'est super. Comme pas veg, mais comme un peu, là. C'est très posé, mais en même temps, ça va vraiment vite. playful, plus, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup aimé ton delivery qui est quand même très pince sans rire. Ouais. C'est, je me demandais, est-ce que cette formule-là, est-ce que ce format-là, tu vas réutiliser ça un peu dans tes autres projets futurs? Ben, je pense que malgré moi, c'est quoi que je fais depuis longtemps. Pas exactement celui-là, on s'entend, là, mais tu sais, avant, je faisais des shows, puis quand je faisais des promos pour mes shows, je faisais des vidéos promotionnelles un peu connes avec des archives de toutes sortes, puis je faisais de la narration. Fait que je pense que ça fait un peu partie de moi de faire ce type de... Tu sais, c'est quand même dans ma zone de confort, je dirais. Puis je m'amuse vraiment avec ça. Puis j'ai fait un autre petit kino qui a fait Imagination, le festival Imagination cette année, qui est un peu dans le même format, sauf que là, c'était pas personnel, c'était vraiment des dessins, puis c'est vraiment comme un storyboard d'un film qui n'existe pas, là, qui est vraiment une parodie des films queer, vraiment cliché et pas très bon. En tout cas, whatever. Fait que c'est vraiment une histoire de lesbienne, mais comme... C'est un peu Thelma et Louise, pas bon, là, mais en tout cas, sur 2 minutes. Fait que c'est un peu similaire, là, c'est vraiment dans le même type de format. Mais je veux vraiment faire l'effort de pas tomber dans juste faire ça aussi. Mais en même temps, on s'en fout. Je fais plein d'autres affaires, mais ouais, j'aime vraiment ça, faire ça, c'est sûr. La narration, j'ai vraiment du fun à le faire. Là. Ben, ça peut être ta signature. Ben, Ouais. ça fait partie de moi aussi, là. Mais j'aime ça quand même essayer des affaires puis sortir un peu de mes petites zones de coussin, là. Mais je suis curieuse, tu mentionnais, tu disais que tu faisais des shows. Avant, Qu'est-ce que tu faisais? C'était des shows stand-up? Non, j'avais un projet de musique, en fait, pendant 15 ans. Moi, j'étais à la base, j'étais autrice, compositrice, interprète. Fait que j'écrivais des tunes, puis je faisais des shows, puis j'ai fait ça pendant des années. Voilà. Fait que, puis j'ai arrêté il y a comme 5 ans. J'ai eu besoin de faire une petite coupure. Puis là, après, c'est là que t'es allé à l'INIS. Ouais, ben ça a pris du temps. Mais ouais, quand même, ouais, c'est ça, genre 2023. Ouais. Trouver une autre façon de... Ben, ouais. En fait, j'ai toujours eu envie de faire du cinéma. Ça a vraiment été tout le temps ce médium-là. Je trouve que c'est vraiment 360. Là. Justement, c'est comme... C'est super musical aussi. Là. Il y a une rythmique dans le montage, dans l'écriture. Voilà, c'est comme placer des silences au bon moment, tout ça. Puis c'est l'image, c'est comme... C'est tout, je trouve, pour moi, le cinéma. Là. Fait que... Ben, sur ça, je crois que c'est déjà la fin, malheureusement. Ben, en fait, si c'est pas fait à la maison, je regarde cette caméra maintenant. Si c'est pas fait à la maison, on vous conseille fortement d'aller voir et revoir Emboîter leurs pas et Chers Oscars. Vous allez vous marrer. Merci beaucoup, Manuel. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir traversé la slush pour être venue nous voir. Et puis, on se dit à bientôt. Merci.